Mais les ménagères, par contre, affirment que le sac de riz est passé de 23 000 à 24 500, que le kilogramme est passé de 350 francs à 500 francs CFA. Alors, dites-nous, que se passe-t-il avec le riz, cet aliment de grande consommation, et qui est responsable de la spéculation aujourd'hui? Vous savez en réalité que le riz, c'est la denrée la plus consommée dans le monde après le blé. Et le Cameroun ne déroge pas à cette règle. Et la chose par laquelle je vais commencer, c'est de quel riz parle-t-on? Parce que, voyez-vous, le Cameroun produit en moyenne 300 000 tonnes par an, pour une demande de l'ordre de 600 000 tonnes. Nous voyons tous qu'il y a un gap. Et ce gap-là est comblé en parfaite intelligence entre les opérateurs dénommés importateurs et le gouvernement de la République. Et à ce déficit structurel, parce que c'est important de le dire, il faut trouver des mesures conjoncturelles. Donc l'importation n'est qu'une mesure conjoncturelle et s'inscrit bien dans la notion d'import-substitution. On va revenir là-dessus. La question que je vous pose, c'est de savoir ce qui se passe aujourd'hui avec le riz. Qui est responsable de la spéculation en cours? Si on ne dit pas déjà qu'il y a ce déficit, on ne comprendra même pas pourquoi il y a la spéculation. La spéculation est née du fait que l'offre est largement inférieure à la demande. Et ce que je puis vous dire, vous l'avez dit, le prix du riz n'est pas remonté depuis plusieurs années. Nous savons que lorsque le riz est importé, il y a des grossistes qui en prennent, qui vont vers des détaillants, et il y a une espèce de jeu pas très normal qui se passe, un jeu sale, entre guillemets, qui se passe donc au niveau de ce deuxième niveau-là. Et pour vous rassurer sur ce que je dis, chaque année, il y a une concertation, il y a même deux. En début d'année, il y a une première. Au milieu de l'année, comme en ce moment-ci, il y a une deuxième qui va d'ailleurs avoir lieu dans les prochains jours. On tombe d'accord sur un protocole. Mais lorsque vous avez ce protocole, vous cédez au cours du protocole. Maintenant, ceux qui sont dans la suite de la chaîne, quand ils commencent à spéculer, il faut bien que le gendarme du marché les stoppe. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, avant le riz, c'était la farine de blé avec la baguette de pain qui a pratiquement qui perd du volume. Le poisson maquereau jadis appelé poisson des pauvres, dont le prix est passé de 1300 à 1700 voire 1800 francs CFA. L'huile de palme pour laquelle on va importer 20 000 tonnes de plus, c'était prévu 100 000 étaient prévus, on va importer 20 000 de plus, soit 120 000 tonnes cette année pour éviter le déficit, notamment pour les industries qui produisent le savon et l'huile de palme raffinée. Alors la question que moi je vous pose, c'est celle de savoir s'il y a péril sur le panier de la ménagère. Il y a une confusion entre le déficit et la pénurie. Et c'est cela qui fait penser qu'il y a une pénurie et que la ménagère serait en difficulté. Il n'y a pas de pénurie, il faut qu'on soit clair là-dessus. D'accord, il y a un déficit qui est comblé. Est-ce qu'il y a péril sur son panier? Ça dépend de quel angle on amorce la situation. Quand vous parlez des riz, Lucas, c'est quel riz, de quel riz s'agit-il? Si je vous demande ce que vous mangez comme riz, vous pouvez me dire exactement ce que vous mangez comme riz? Essayez, on va voir. C'est moi qui pose des questions sur ce plateau. Non, c'est dit. Je voulais simplement que vous compreniez que vous n'aurez pas de réponse à ma question. Parce que le riz a des typologies. On vous parle du 100% bisu, 50% bisu, 25% bisu, 10%, 5%. Ce qui est bon à savoir, c'est que le 100% bisu qui est à la portée du Camerounais de basse classe est rare sur le marché. Et comme il est vendu au détail, dans des verres, dans des plastiques, dans des reconditionnements qui ne sont même pas acceptables, il faut le dire et c'est vrai, du coup, lorsque le 100% se fait rare, le détaillant qui a son 50% continue à vendre comme si de rien n'était. Mais la ménagère n'est pas en capacité de savoir si désormais on lui vend du 100% bisu ou du 50%. Donc, chaque fois que le riz qui est accessible se fait rare, on passe vers le riz qui n'est pas très accessible, mais qui est un riz de qualité. Vous avez une très belle robe. Je suis sûr que si on demande votre couturier, celui qui a besoin... Non, vous n'avez pas répondu à ma question, Je réponds, Lucas. Il faut qu'on se comprenne. Tant qu'on n'est pas d'accord sur le type de riz qu'on vend, on ne sera jamais d'accord sur le reste. Et c'est fondamental. C'est l'occasion de faire savoir
aux consommateurs qu'il est bon qu'ils achètent des riz qui sont étiquetés. Parce qu'on est quand même là dans l'alimentaire. Qui coûte cher ou qui non, sont alors... il ne coûte pas cher par définition. Est-ce que ce riz-là est à la portée de la ménagère? Le 5% n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut le dire, c'est un riz de qualité supérieure. C'est du 5% thaïlandais qui est forcément importé. Alors que si vous êtes dans du 50 ou 100%, vous trouverez d'abord du riz camerounais qui est de bonne facture, mais qui n'est pas en quantité. Et dès lors qu'il est rare, on sera obligé de consommer lorsqu'il se fait rare. Dès lors qu'il est rare, il y a pénurie, péril, autant pour moi, sur le panier de la ménagère. Pas pénurie, péril. Je parle bien de péril. Oui, le péril, ça dépend là où vous trouvez Lucrèce. Quand vous parlez de 500 francs le kilo, je vous assure, ce n'est pas un riz de qualité inférieure. 500 le kilo, vous êtes dans un riz de 10% à 25%. C'est entendu. Or, dans le protocole, c'est bien élaboré, hein, et le ministre du Commerce est clair là-dessus. Il dit... Lorsqu'on est à Douala, c'est le prix ex-work. Ça veut dire que si vous êtes à Yaoundé, vous ajouterez le transport sur votre coût. C'est reconnu. Si vous êtes à Maroua, vous ajouterez. Donc vous ne pouvez donc pas être à Yaoundé et vouloir acheter le riz au prix de Douala et manger du 5%, vouloir payer au coût du 100%. C'est ça la réalité. Il faut qu'on s'entende là-dessus. C'est bien noté, monsieur Jacques Kemble. Alors, Barnabé Okouda, les ménagères le disent... Les prix des produits alimentaires augmentent. L'INS le confirme d'ailleurs. L'INS l'a confirmé par rapport au premier trimestre 2020. Les produits denrées alimentaires ont augmenté, les prix ont augmenté. Mais dans le même temps, on dit de l'inflation au Cameroun qu'elle est encore dans la zone verte. 2,8%, alors que les critères de convergence sont de l'ordre de 3%. Comment expliquer cette sorte de paradoxe-là? Je pense que nous avons besoin de faire un peu de pédagogie à nos populations, aux citoyens ordinaires. Quand on dit l'inflation est calculée sur la base d'un certain nombre de biens et de services. Vous avez les produits alimentaires, vous avez le logement, vous avez le transport, vous avez les communications, ainsi de suite. Alors si nous prenons seulement la ligne produits alimentaires, effectivement, à ce niveau-là, il est bien évident que les prix augmentent. Et les derniers rapports de l'INS pour le premier trimestre démontrent que ces prix-là, cette augmentation est d'origine externe. C'est-à-dire que ce sont les biens importés qui tirent ces prix-là vers le haut. Et dans ces produits importés, l'essentiel, vous avez parlé tout à l'heure, du riz, du poisson, du blé, ainsi de suite. Entre-temps, il y a d'autres rubriques dans le panier, comme on dit le panier ménagère, qui malheureusement tirent, ou heureusement tirent l'inflation vers le bas. Et ça fait donc en moyenne, on reste toujours en deçà de 3%. Et donc, c'est donc conforme à la norme communautaire. Mais ce qu'il faudrait, le souhait, ce serait peut-être d'aider à améliorer les indicateurs de conjoncture. C'est-à-dire qu'au-delà de l'inflation, on pourrait peut-être travailler sur un indicateur qui serait le coût de la vie. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat qui serait donc lié à la consommation directe. Et là, ça pourrait permettre de soutenir des débats comme celui que nous avons tout à l'heure avec les importateurs sur la question du riz. Mais pour revenir à cela, je permettais que nous puissions saisir l'opportunité qui a été ouverte tout à l'heure de parler de la qualité du riz. C'est bien de parler de la qualité du riz. Il faut bien éduquer les citoyens, mais cette éducation-là est assez difficile. Et c'est pour ça que moi, j'ai été très content au début quand M. Kemble a parlé qu'il est en même temps importateur-producteur. Le souhait et ce qui est sollicité dans le cadre de la stratégie qui met en lumière l'impôt substitution, c'est effectivement que nous puissions inverser cette tendance. Qu'on ait plus de producteurs que d'importateurs. Et que tous les importateurs... Comme le fait le Nigeria. Ouais, et comme les importateurs deviennent d'abord producteurs puis exportateurs, pour que nous puissions maintenant engager des devises. Parce que chaque fois que nous importons, c'est de l'emploi camerounais que nous exportons. Alors et justement, des ressources que nous perdons. Justement, la question que je voudrais poser à M. Jacques Kemble, c'est de savoir pourquoi le Cameroun importe tant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on importe tant? Arrive. Et... Un pays qui a un gros potentiel d'immenses terres arables, 590 km de côte, un climat qui permet que tout pousse, on va le dire comme ça, dans notre pays, ici au Cameroun, un pays qui est abondamment arrosé. Pourquoi importe-t-on autant? Vous savez, je suis bien placé pour vous parler de ça. Vous avez parlé tout à l'heure du palme brut. Vous connaissez, c'est la même problématique.
les terres camerounaises ne sont pas disponibles. Il faut qu'on le redise avec beaucoup d'emphase. Les forêts camerounaises sont immatriculées et on se demande comment cela a pu être le cas. Quand on sait que la mise en valeur est le déterminant pour l'obtention d'un titre foncier. Dans le palme comme dans le riz, les acteurs au nom desquels je parle ont commencé à planter, ont demandé des espaces. Mais ces espaces ne sont pas disponibles. Je peux vous dire que même ce riz dont on parle, nous avons commencé à le planter. Mais on ne peut pas planter un riz pour près de 26 millions d'habitants sur 5000 mètres carrés. Et je vous rassure en vous disant, ces membres-là sont en même temps des producteurs et des importateurs de ce qu'ils n'ont pas. Parce que je ne veux pas faire la publicité des entreprises ici. On connaît le grand groupe Nana Bouba. Il a dans ce segment-là le commerce et l'industrie. Il a commencé à vendre du savon, il a commencé à vendre de l'huile. Aujourd'hui, il produit du savon, il produit de l'huile. Il a commencé à vendre la tomate. Aujourd'hui, il produit la tomate. Vous comprenez donc qu'il y a une transition qui se fait chaque fois qu'il y a de l'espace. Aujourd'hui, il plante même le palmier, madame. Mais malheureusement, les 2500 hectares sur lesquels il a commencé, il n'a jamais pu avoir la concession sollicitée depuis près de 8 ans auprès du MINCAF. Le ministre de l'économie s'est battu pour cela. On n'a pas bougé d'un cran. C'est vous dire, et comme il faut continuer à travailler avant de migrer, pour éviter justement la sortie des devises, mais aller plutôt les capter, il faut bien que les gens travaillent. Monsieur Jacques Kamle, vous qui êtes le secrétaire général de l'association des importateurs du Cameroun, est-ce qu'il du riz du Cameroun, est-ce qu'il n'y a pas derrière, vous le direz peut-être pas, est-ce qu'il n'y a pas derrière une sorte de mauvais jeu des importateurs? Si nous nous arrêtons sur le cas du riz, par exemple, vous l'avez dit vous-même, les besoins au Cameroun, la demande nationale est de 600 576 000, donc 600 000 tonnes. Le Cameroun en produit 140, mais nous importons plus de 800 000 tonnes. Donc, il y a une partie qui est exportée. Et ça, c'est du fait des importateurs. Vous savez, je n'aime pas parler au nom de gens que je ne connais pas. Le GIC, il faut bien qu'on se comprenne. Je parle au nom du GIC, qui a cette entreprise très citoyenne que tout le monde connaît. Je ne veux pas faire la publicité ici. Ceux-là, démontrez-moi un seul instant qui sont dans ce circuit des gens qui exportent. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Je vous ai dit les entreprises que je représente. Parlant d'Olam. Olam produit la farine. Sonam produit le riz au Nigeria. Mais demandez des terres qui ne sont pas disponibles. Azur, ils produisent sur place. Je veux donc vous dire, les entreprises que je cite là ont déjà des industries et veulent migrer. Ne parlez pas de d'autres. Parce que l'importation, oui, c'est important que je le dise. Parce que vous connaissez très bien ma pensée en ce qui concerne ce pays. Je partage l'idée du chef de l'État qui dit consommons ce que nous produisons ce que nous consommons, transformons la matière première d'origine locale. Et vous le savez. Donc, je ne peux pas parler au nom des gens qui n'ont pas compris qu'il faille migrer. Si j'ai décidé d'encadrer ceux-là qui sont déjà... Monsieur Jacques Kamle, la demande nationale est de 600 000, mais nous importons 800 000 tonnes de riz. Pourquoi? Mais c'est à tort de laisser les gens importer comme ils veulent. Si je dis bien, c'est à tort. Les entreprises dont je vous parle... Ces importations ne sont pas encadrées? Mais pas du tout. Il suffit que vous importez, vous payez vos 5%, c'est terminé. Maintenant, on vous récupère si on vous trouve en train d'exporter pour que vous payiez la taxe de récupération de 15%. Parce qu'en réalité, l'État a consenti des efforts. En disant le panier de la ménagère souffre, comme l'avait si bien relevé, il est parti de droits de douane de 20% à 5% pour que le riz soit accessible. Maintenant, il y a des mauvais éléments, il faut le dire, qui travaillent à contre-courant des objectifs du ministre du Commerce. Quand ils ont eu l'autorisation d'importer, quand on ne fait pas attention, on les retrouve dans les frontières. Mais certains sont récupérés et payent les 15%. À ce moment donné, il n'y a pas de souci. Parce que là, on ne finance pas l'économie des pays étrangers. Bien entendu. Monsieur Barnabé Okouda. Non, je pense que ce que M. Kamle dit a une part de vérité, mais nous devons également assumer nos rôles. Parce que depuis... les politiques libérales nous enseignent que le secteur privé est le moteur de la croissance. Et depuis les années 2000, on est sorti de la première phase de la crise. Le DSRP et le DSE, ça a toujours été ça, le langage. Le secteur privé est le moteur de la croissance. Alors, quand vous êtes acteur du secteur privé et que vous représentez un groupe, mais qu'à côté de vous, il y a également des acteurs du secteur privé qui sont également connus.
mais qui détruisent plutôt cet objectif qui est celui d'être le moteur de la croissance. Je pense qu'il y a lieu de dénoncer cela et de pouvoir le dire. Parce que la conséquence est laquelle? C'est que dans la semaine, vous avez suivi que le directeur général des impôts, de la douane et celui de la SSI était au Parlement pour parler des dépenses fiscales. C'est-à-dire que ces exonérations qu'on accorde aux importateurs censés les soutenir pour le climat social, et ainsi de suite. Mais en fait, ce sont des fonds publics qui sont mis à disposition. Alors, si ces gens-là utilisent ces fonds publics pour des raisons privées et importent du riz et leur exportent, en fait, il n'est pas très loin de dire que c'est un détournement des fonds publics. Alors, donc il faut les sanctionner, il faut donc les dénoncer. Mais on le fait. Ouais. Vous savez très bien que je ne mâche pas mes mots sur ce domaine-là. C'est nous qui donnons les informations à l'État pour mettre hors d'état de nuit tous ces profondeurs de l'économie nationale. Et vous savez très bien, je ne suis pas un partisan des exonérations. J'ai dit, il faut subventionner à la limite de l'agriculture camerounaise, comme les autres le font. Nous avons dit, nous voulons produire. Nous nous sommes engagés officiellement là-dessus. Mais je vous dis, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de semences, il n'y a pas de... Permettez-moi d'y aller, je sais de quoi je parle. Parce que je vous dis, nous avons planté sans papier. Oui. Depuis 8 ans qu'on demande, on n'a pas eu. Mais nous nous sommes entendus avec les villageois qui ont les terres. Nous avons donné des petites parcelles et un peu de semences. Ils nous ont laissé évoluer. Mais jusqu'à quand? Il faut quand même la sécurité juridique. Je voudrais qu'on s'arrête une seconde sur ces dépenses fiscales. Monsieur Jacques Kemble, Monsieur Barnabé Okuda. D'abord, Monsieur Jacques Kemble, vous qui êtes à la fois producteur et importateur, vous l'avez dit il y a quelques instants. Oui. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de revoir cette politique de dépenses fiscales? Est-ce qu'il n'est pas temps de réaffecter ces fonds à la production locale, d'accompagner davantage la production locale? Quel est votre avis sur la question? C'est exactement ce que je suis en train de dire. Je dis que ça ne sert à rien de donner des exonérations éternes. On ne pourra même pas tenir longtemps. Et la preuve, on ne tient plus. L'économie étant devenue libérale, il faut pousser les gens vers la production. Mais il y a des conditionnalités. Il faut qu'on s'entende bien là-dessus. Je vous ai dit, l'élément majeur et moteur, c'est la terre. Et depuis 2011, il nous a été dit que la réforme, c'était le lendemain. Nous sommes en 2021. Ce n'est pas fait. Et l'UCRES, je vous dis, c'est le moteur. La deuxième chose, c'est la semence qui doit être rendue disponible. La troisième chose, vous n'oubliez pas, la fameuse banque agricole. Parce que l'agriculture ne s'accommode pas avec la banque classique, qui ne sait pas financer l'agriculture. Le chef de l'État a tout fait, le document est sorti, mais sur le terrain, il n'y a rien. Et aujourd'hui, les gens ont besoin de financement pour planter. Vous savez très bien, s'il faut aller développer de l'agriculture dans une zone hors du centre urbain, il y a le problème de la base de vie. Il n'y a pas d'eau dans les sites, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'église. Ça, c'est ce que l'État doit faire au lieu de donner les exonérations. Une fois que c'est fait, l'UCRES, permettez-moi d'avancer. Vous vous rendrez compte que quand le dispositif là est mis en place, les gens ne vont faire que planter. Les gens vous disent qu'ils sont déjà présents les fonds. Et nous l'avons dit. Alors, on nous a dit, c'est dans quelques jours la terre. Ça fait 10 ans, il n'y a rien. Vous voulez qu'on plante sur les arbres? C'est pas possible. Est-ce que le secteur privé, Barnabé Okuda, est-ce que le secteur privé, malgré ce que dit Jacques Kemble, est-ce que le secteur privé est suffisamment agressif? Vous disiez que vous le trouvez plutôt attentiste? En fait, les études sont là, les constats sont là. C'est-à-dire que M. Kemble a une vision du groupe qu'il représente. Mais comme nous avons la chance de travailler avec la panoplie la plus large, y compris ce que vous dénoncez, le constat est que notre secteur privé n'est pas suffisamment agressif. Je vous prends le cas d'un programme qui est au ministère de l'économie qui aménage les terres dans la région de l'extrême nord. Ces terres-là sont là. Si. Elles sont où? Elles sont là. Mais donnez-nous-les. Mais c'est pas moi. Je vous dis qu'elles ne sont pas là, puisque le débat est au MINCAF. Alors, c'est pas le ministre de l'économie qui donne. Lui, va vers le MINCAF. Les terres sont aménagées. Les parcelles sont aménagées pour le faire. C'est du bavardage. Non. Ça n'existe pas du tout. Non. Et je vous le dis, si ça existait, on se serait engouffré là depuis. Non. Tout le monde connaît cette problématique. Les planteurs de maïs se plaignent, de palmiers se plaignent. Mais on parle de quoi? Non, nous parlons... Faisons attention à ces programmes qu'on met comme ça parfois pour je ne sais pas comment je vais dire. Non, pour donner, je vous dis, le ministre de l'économie est très sérieux. Oui. Parce que nous l'avons rencontré. Et il connaît la problématique.
c'est la terre. C'est la terre. Permettez à La M. terre, Barnabou la terre est un facteur essentiel. Nous sommes d'accord. Le Cameroun, Alors vous dites que les terres sont disponibles. Le Cameroun dispose des terres arables. Ce que nous pensons et ce que nous souhaitons vous proposer, c'est que effectivement. Qu'est-ce qui est disponible en ce moment? Poursuivez votre Aujourd'hui, il y a des terres. Vous parlez d'un programme. Oui, il y a un programme au ministère de l'économie qui a prévu d'aménager des terres arabes dans l'extrême nord. Il a prévu. Oui, mais qui a commencé et qui est en cours, monsieur? Dans quelle zone? Monsieur Jacques Islam, s'il vous plaît, s'il vous plaît, permettez à monsieur... Est-ce que demain matin... Alors, si vous êtes intéressé, permettez d'aller jusqu'au bout. Est-ce que demain matin, vous pouvez vous rendre au ministère de l'économie, aller poser cette question pour qu'on vous montre où sont ces terres aménagées ou en cours d'aménagement? Parce que ce programme a commencé depuis. Maintenant, dans un autre volet, c'est que dans une autre vie, que nous ne l'avons pas évoqué ici, vous êtes responsable d'une collectivité territoriale décentralisée. Aujourd'hui, voilà l'occasion qui est donnée aux collectivités territoriales décentralisées de faire leurs preuves. C'est-à-dire que mettre justement à disposition ces terres pour la production. Voilà. Je comprends que vous ne percevez pas la difficulté. Mais laissez-moi vous dire, c'est justement ce que nous portons comme stockage. Oui. Les maires n'ont aucune main mise sur les terres. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je comprends très bien. Je vous dis, c'est l'autorité administrative que vous devez saisir. Quand vous dites les maires, les maires n'ont même pas d'espace pour leur projet. Oui, vous n'avez pas d'espace pour votre projet. Je dis aujourd'hui, je suis en train de travailler dans le cadre des régions, avec des régions. Ce n'était pas le lieu, mais je vous dis qu'il y a effectivement les exécutifs des régions sont aujourd'hui en train de plancher pour adresser cette question. Parce que au-delà de la mairie, toutes les mairies doivent se retrouver à la région. Il y a les plans d'aménagement des régions qui sont prévus. Parce que certains avec lesquels nous sommes un peu plus proches ont déjà commencé la réflexion. Pour donc dire qu'à partir de là, on met en place des terres. Oui, nous parlons également, nous parlons d'abord des opérateurs économiques du secteur privé. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Je voudrais que vous alliez jusqu'au bout. Non, moi, je vais jusqu'au bout pour dire que nos opérateurs ne sont pas assez ambitieux. Ne prenez pas. Non, allez-y. Nos opérateurs ne sont pas ambitieux, ne sont pas innovants. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils parlent des problèmes de terre. Qu'est-ce qu'ils doivent faire d'autre? Ce qu'on doit faire. Non, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est qu'une fois que le gouvernement a conçu ce document qu'on appelle la stratégie de développement, et vous-même vous dites que vous êtes le secteur privé est le moteur de la croissance. Le JICAM avait lancé récemment un projet, un opérateur, un champ. Vous allez revenir sur la question des terres. Oui. Mais la capacité aujourd'hui de penser que nous ne pouvons plus continuer à importer pour passer à la production et à l'exportation. Vous avez parlé du riz, c'est vrai. Mais il y a le cas du poisson également. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là? Vous connaissez la problématique du poisson. C'est l'aliment qui n'est pas disponible. Mais c'est ça. Et vous avez touché le mot. Et le Nigeria a rendu l'aliment disponible. Et qui doit faire l'aliment? Et ça s'est développé. Écoutez, quand je parle de subvention, vous pensez que le riz qui arrive ici n'est pas subventionné? Vous ne savez pas que c'est subventionné par les pays il est subventionné, donc que les opérateurs économiques arrêtent donc de prendre la dépense fiscale pour leur poste. Mais pourquoi on aille sur les segments moteurs des filières? Vous parlez de la production locale. Vous parlez de la production locale. Oui. Comment accroître cette production locale lorsqu'en même temps, les produits importés viennent leur faire la concurrence? Nous restons sur le riz, par exemple. Exactement. Nous restons sur le riz. Le riz est plus ou moins subventionné. Il y a une production locale qui est faite. Comment accroître, comment améliorer la production locale quand il faut en plus que cette subvention vienne donc subir le diktat des importations? C'est simple. Je pense que connaissant le déficit, on doit simplement travailler en harmonie. Ministère de l'Agriculture, ministère du Commerce, on travaille pour réduire progressivement le déficit. Et pour le faire, je vous ai dit la première chose, c'est les terres. La deuxième chose, c'est la semence. La troisième chose, c'est les itinéraires techniques. On n'a pas besoin de dépenser pour ça. La quatrième chose, c'est le financement. La cinquième, c'est les infrastructures entre les bassins de production et les industries. Et la sixième chose serait peut-être de taxer davantage l'importation. Non, la sixième chose, c'est de réduire. La sixième chose, c'est au niveau administratif. Les péages qu'il y a partout là, quand on va les lever, je vous assure, tout sera parti. Je n'accepte pas qu'on dise que les opérateurs économiques ne sont pas des gens vigoureux, des gens téméraires, des gens innovants.
On a des exemples, monsieur. On a quand même... Vous représentez un groupe qui Non, je ne suis plus dans le groupe à ce niveau. N'oubliez jamais que je suis le président du Centre technique agroalimentaire du Cameroun. D'accord. Donc, je travaille au quotidien pour accompagner ceux qui plantent. Je dis au quotidien. Renseignez-vous davantage, vous le saurez. Je le sais, je le sais. Vous le savez. Donc, et je vous dis, les apprendre. petites initiatives, je les encadre pour qu'on ait des produits de qualité et qu'on puisse donc barrer la voie à ces produits de mauvaise qualité qui entrent par la contrebande et qui viennent donc étouffer les initiatives. Qui fait entrer les produits de contrebande? Est-ce que ce n'est pas les opérateurs nationaux? Mais c'est des Camerounais. Voilà. Quand vous dites même opérateur, peut-être même c'est vous. Vous comprenez donc? Peut-être même c'est vous. Parce que dans cet État, les 3 quarts des fonctionnaires sont les opérateurs économiques qui se cachent. Je vous le dis et j'ai des éléments. Quand vous dites que il ne s'agit pas de M. Barnabé. Non, pas lui. Je veux simplement dire ça. Je voudrais qu'on s'arrête. Je voudrais qu'on s'arrête. Si vous permettez, Jacques Kemble, je voudrais qu'on s'arrête sur l'exemple du Nigeria qui taxe de plus en plus les produits importés. Est-ce qu'on ne pourrait pas copier cet exemple-là? Ce qui se fait, justement, quand on parle du riz, M. Kemble sait également que sur ce modèle-là, le Sénégal a fait des pas depuis 2008. N'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Alors, si le Sénégal a fait des pas depuis la crise des émeutes de la fin de 2008 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à être autosuffisant en riz à exportateur, c'est ce modèle-là que nous cherchons à faire pour que les opérateurs camerounais puissent suivre, accompagnés bien sûr par l'État. Je vous ai dit, on commence toujours, si vous permettez, on commence toujours par recenser les terres qui vont être exploitées. Permettez-moi de vous montrer les modèles. Et le Cameroun pêche parce qu'on ne réserve pas 60% aux producteurs villageois. Quand c'est réservé, prenez le cas du projet japonais. En 2018, suivant l'état du Cameroun que nous connaissons, on était supposé atteindre les 600 000 tonnes. Vous connaissez ce projet? Nous sommes en 2021, on est encore à 300 000 tonnes. Vous connaissez le problème? Dites. On a démarré des initiatives, ceux qui devaient continuer, on dit nous voulons les espaces pour développer, il n'y en a pas eu. Et je vous signale encore qu'avec la SEMRI, on a eu des échanges au niveau du ministère du Commerce. Ils ont dit que maintenant, ils sont en train d'aménager les espaces autour d'eux pour donner. Ils sont en train, donc ils n'ont pas encore mis à disposition. Donc tout le problème, c'est la terre. Et je vous dis, ce n'est pas normal que dans un pays qui a 5 zones agroécologiques, on soit en train d'importer comme si on était dans le désert. Et je le dis tout le temps. Je ne partage pas votre avis parce que la terre est un problème, est un facteur. Mais nous pensons aussi que nous avons l'éthique dans les affaires. Si, on ne peut pas le régner. Parce que quand le citoyen ordinaire va au marché et qu'il trouve donc le riz de mauvaise qualité, puisqu'il a fait, il va l'acheter. Mais qui doit empêcher que le riz de mauvaise qualité entre? Il y a le gendarme du marché. Et les producteurs aussi, et l'éthique des affaires. Écoutez. Et l'éthique dans les affaires. Je vous dis, même vous pouvez être un importateur. Oui, mais l'éthique dans les affaires, ça veut dire que nous ne devons pas importer des choses qui viennent nuire aux consommateurs camerounais. Même dans les pays que vous voyez là, d'Occident, vous avez vu les problèmes de lait. On ne suit pas les mauvais exemples, monsieur Kemble. C'est ce que vous voulez nous montrer, non? On ne veut pas du tout suivre les mauvais exemples. Ce que je vous dis, c'est quoi? C'est que chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle. Monsieur Jacques Kemble, permettez, on va marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de presse. Le Cameroun peut-il satisfaire la demande nationale en produits agroalimentaires? Question aux journalistes, question posée aux journalistes par Michel Renaud Ouanja. C'est dans la rubrique édito. À tout de suite. Le Cameroun peut satisfaire la demande nationale en produits agroalimentaires, mais il faut qu'il y ait une certaine volonté de la part des pouvoirs publics. La volonté, c'est dans le financement de cette production locale. C'est-à-dire que les producteurs locaux n'ont pas assez de moyens pour pouvoir produire et alimenter le marché local. Et donc les importateurs s'imposent donc en important des produits que nous pouvons produire localement. Il y a eu des années auparavant où on a parlé de l'autosuffisance alimentaire au Cameroun. Mais je crois qu'en ce moment-là, compte tenu de la population et compte tenu de la production nationale, on aurait pu prétendre, mais en l'état actuel des choses et de la mauvaise répartition des ressources agroalimentaires dans le pays et aussi des moyens qui manquent dans la distribution, il est difficile que le Cameroun puisse nourrir toute sa population de la même façon au même moment. Lorsqu'on voit par exemple les grands bassins de production qui sont dans la zone sud,
il est difficile pour qu'on fasse parvenir tous les produits qui sont produits vers le sud, vers les régions septentrionales par exemple. Et ça fait qu'il y a un grand décalage. Le véritable problème du Cameroun dans le domaine agroalimentaire, c'est un problème de distribution, c'est-à-dire un problème de suivi des filières. Qu'est-ce que j'entends par suivi des filières? Lorsque vous avez un produit, par exemple, comme le riz, le producteur ne peut pas être à la fois producteur, distributeur, en gros et au détail. Ce n'est pas possible. Aucune filière, dans aucun domaine, dans aucun produit, n'est organisée au Cameroun. Qui doit organiser? L'État? Peut-être. Les producteurs? Peut-être. Les syndicats? Peut-être. Mais tout le monde doit mettre la main pour distribuer. Tant que la filière ou les filières ne sont pas organisées pour atteindre facilement le consommateur, il y aura toujours des problèmes. Dans la suite de cette émission, nous parlons donc de ce qu'il faut faire pour accroître la production locale au Cameroun, sachant que le plan de soutien à la production et à la transformation des produits de grande consommation prévoit dans le cadre de la loi de finances 2021 un montant de plus de 180 milliards de francs CFA, soit 53 milliards et plus pour cette année 2021. Les filières concernées sont le riz, le maïs, le lait, le poisson, le mil et le sorgho. C'est dire que l'État également pense à promouvoir, à aller plus loin dans la promotion du Made in Cameroun pour satisfaire la demande locale. Oui, le Made in Cameroun est une priorité si un pays veut décoller, si un pays veut être émergent. Et dans le cas de l'agriculture, je pense que un premier niveau du Made in Cameroun passe par ce qui est appelé les indications géographiques, les produits d'appellation d'origine contrôlée, les labels, et ainsi de suite. Or, aujourd'hui, nous avons à peine 2 produits qui sont là. Et il y a d'autres qui sont dans le PEP depuis aussi un certain nombre d'années. Ça, nous convenons. Il y a un nombre de produits qui sont dans le PEP de passage aux indications géographiques. Mais cela n'avance pas. Or, nous ne pouvons aller à l'international que si nous avons de quoi proposer. Parce que nous n'allons pas à l'international avec des produits importés. Ce sont nos produits labellisés que nous devons amener à l'international. Donc c'est ça le Made in Cameroun dans ce qu'on peut dire dans le secteur primaire. Maintenant, dans le secteur secondaire, oui, également, nous devons investir là-dedans pour que les produits fabriqués, transformés, qui ont donc plus de valeur ajoutée, puissent être vendus à l'extérieur avec le Made in Cameroun. Donc ces efforts-là, nous pensons que tout cela doit être mis en branle à travers notamment ce que le gouvernement a proposé, qui est le plan directeur d'industrialisation, qui a été produit et le Premier ministre avait demandé de le réviser. Il a été révisé, mais nous souhaitons qu'il soit rapidement mis en route et mis en œuvre. Vous proposez également, M. Jacques Kemble en a parlé il y a quelques instants, vous proposez également l'aménagement des terres, mais surtout des prêts à taux zéro. Alors, oui, ça s'appelle les prêts d'honneur. C'est-à-dire que pour soutenir les petits producteurs, justement dans le cadre des micro-projets, des coopératives, qui vont grandir et maintenant pouvoir former des industriels à la taille de ceux qui sont représentés dans le groupement. Il y a des modes de financement innovants qui existent aujourd'hui, à savoir, au lieu de donner une subvention directe à fonds perdus, l'État ou des partenaires du gouvernement peuvent mettre à disposition de ces producteurs-là des prêts d'honneur à taux zéro qui leur permettent d'avoir la pression de rembourser. Et une fois qu'ils remboursent, ce prêt-là peut être reconduit pour qu'après 2 ou 3 cycles, ça devienne un soutien. Maintenant, on dit, OK, comme vous avez réussi à décoller, après un cahier de charges qui a été au normal rempli, on dit, OK, 1, 2, 3 fois, vous avez réussi à... Maintenant, vous prenez cela comme votre capital et ça vous permet de vous lancer. Monsieur Jacques Kemble, dans ce contexte-là, avec peut-être des terres, avec des prêts d'honneur dont parlait M. Okuda il y a quelques instants, vous pensez que la production locale peut décoller? Est-ce qu'à côté, il ne faudrait pas avoir un minimum de protectionnisme? Non, vous savez, si nous faisons du protectionnisme, nous allons être confrontés aux lois de l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est vrai, un pays a le droit de protéger ces segments qu'il estime essentiels pour un temps, relativement à la clause de sauvegarde qui est prévue dans les accords concernant l'OMC. Mais nous pensons que la chose qu'il faille faire, c'est à côté des 2 éléments fondamentaux qui ont été cités, il y a
un accompagnement qui n'est pas financier. Les itinéraires techniques, parce que quand on prend les petits producteurs, aujourd'hui le ministère de l'Agriculture est celui le plus implanté dans la République. On trouve ces services dans l'arrière-pays. Donc ces services doivent simplement se remettre véritablement à disposition des planteurs qui sont supposés encadrer. L'itinéraire technique est capital parce que quand vous ne le suivez pas, même lorsque vous avez des terres qui sont importantes, les rendements ne sont pas intéressants. Et tout à l'heure, j'ai écouté un intervenant parler de la question du désenclavement entre le bassin de production et le marché, ou alors l'industriel qui va récupérer le produit pour pouvoir le transformer. Il y a un effort à faire. Parce que voyez-vous, il y a des denrées qui sont très périssables, il y a des zones qui sont difficilement accessibles. Et quand sur le plan infrastructurel, rien n'est fait, il est très difficile d'être planteur et d'être ingénieur de génie civil. C'est-à-dire avoir des engins pour faire la route, pour sauver vos denrées et en même temps vous occuper de la denrée. Et nous pensons que si on met ces éléments majeurs en cohérence, il n'y a rien qui puisse empêcher le décollage sur le plan agricole de notre pays. Parce que le potentiel naturel est là. Aujourd'hui, on crie beaucoup sur le plan financier. Une solution assez intéressante vient d'être évoquée qui peut être exploitée dans la perspective de faciliter donc l'investissement. Et une fois que c'est fait, je pense que le riz ne met pas long pour pousser. Il faut simplement qu'on ait là où mettre ce riz, qu'il y ait ce petit accompagnement financier, encore qu'il y a des gens qui sont prêts à le faire. Et nous avons d'ailleurs dit, l'État est très attentif à ça maintenant. Et il faut qu'au lieu d'aller vers les exonérations, qu'on aille appuyer les zones névralgiques comme la notion d'engrais. Nous savons aujourd'hui que l'engrais coûte cher et que le petit planteur n'est pas capable d'engraisser son plant. Et dès lors qu'il ne va pas l'engraisser, les rendements seront faibles et on n'avancera pas au rythme souhaité. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Je voudrais, et on va sortir par là, je voudrais vous écouter, Barnabé Okouda, sur la question du protectionnisme. Est-ce que le Cameroun peut en faire l'économie? Je pense que M. Kemle est témoin de ce qui se passe, que depuis un certain temps, nombre de produits camerounais ont été refoulés aux frontières européennes. Alors, le protectionnisme, on le fait de manière intelligente aujourd'hui, et vous le savez, on passe par les normes. On ne peut pas être naïf pour penser que le libéralisme on peut tout faire entrer dans nos territoires. Non, c'est tuer notre économie. Donc il y a un minimum de protection qu'on doit faire, mais de manière intelligente. Et on agit sur les normes. Et c'est ce que font tous les pays, même ceux qui sont les plus libéraux. On monte en qualité. Oui, et c'est ça. Donc il faut travailler sur la qualité. La qualité d'abord pour protéger même les nationaux, les consommateurs nationaux, parce qu'on ne doit pas tout laisser entrer. Et ces barrières-là non tarifaires peuvent permettre donc de protéger le tissu industriel et économique national à travers ces normes qu'on met en place. On ne doit pas tout laisser entrer. Déjà, un très bon travail est fait là-dessus. Ouais. Et sur le plan alimentaire, l'État a fait quelque chose de formidable, il faut le dire. C'est-à-dire l'État a accompagné le secteur privé dans la mise en place de ce centre technique qui aujourd'hui est en train d'encourager les petites initiatives. On voit des très petits producteurs de jus de fruits qui sont désormais en capacité d'exporter juste parce qu'ils ont eu l'encadrement nécessaire. Et c'est ce que nous devons faire. Les barrières tarifaires, non tarifaires sont celles qu'il faille mettre en œuvre, c'est-à-dire les normes. On appelle encore cela les obstacles techniques à la concurrence. Donc une fois qu'on va les mettre en exergue, je pense qu'on sera en train de protéger notre économie sans froisser ce qu'on a en face de nous. Parce que le risque, c'est la meilleure façon justement d'infléchir l'itinéraire pour le patriotisme économique. Bien entendu. C'est entendu. Nous allons parler d'autre chose dans la suite de cette édition de Scène de presse. Ce n'est pas encore la grande ruée vers la vaccination. Constat de Laetitia Onana en zooming dans cette édition de Scène de presse. Centre de vaccination contre le Covid-19 de l'hôpital Jamoh à Yaoundé. Il est 14 heures. Le site désert a accueilli, selon les responsables rencontrés, une vingtaine de candidats favorables aux doses d'AstraZeneca ou de Sinopharm. Au centre de prise en charge du coronavirus de PC Djungolo, on se presse également lentement. Les infirmières en alerte affirment tout de même avoir reçu 16 volontaires au vaccin pour la journée. Des chiffres en légère hausse
comparativement aux semaines antérieures, mais loin du compte voulu au programme élargi de vaccination. On s'était donné comme objectif d'ici le 31 juillet de finir au moins toutes les doses que le Cameroun a reçues, c'est-à-dire d'administrer les 591 200 doses que nous avons reçues. Et nous ne sommes qu'à un cinquième. Et donc le rythme est lent. Les professionnels de santé qui craignent une troisième vague de la maladie à coronavirus plaident donc pour une adhésion massive à la vaccination. Le défi étant d'immuniser toute la population camerounaise et de faire tomber le masque. De scène de presse, nous recevons deux invités, le docteur Célin Nzambé, qui s'occupe du Covid-19 à l'hôpital de Djungolo. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Et en face de vous, Liliane Mvungu, qui est journaliste à la rédaction centrale de la CRTV Radio. C'est notre spécialiste maison. Lorsqu'on parle des questions de santé, c'est vous notre spécialiste maison. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lucrèce. Alors, docteur Nzambé, on vient de le voir dans cet élément de Laetitia Onana. Ce n'est pas encore la grande ruée vers la vaccination contre le Covid-19. C'est toujours à pas de tortue. On l'a constaté, même au sein de la formation sanitaire dont vous avez la charge. Exactement. Bien que cette semaine, l'évolution est assez positive, il faut quand même dire que nous devons tous sortir de cette histoire. On doit sortir de cette maladie et la vaccination est le meilleur moyen par lequel nous pouvons tous pouvoir sortir. C'est vrai que l'engouement n'est pas encore vraiment au rendez-vous, mais nous avons quand même remarqué que de plus en plus, par exemple cette semaine, on a eu plus de 1000 personnes par jour qui se font vacciner, c'est assez positif déjà. Alors, docteur Célin Nzambé, les praticiens, et je suis d'ailleurs d'accord avec eux, c'est leur devoir. Le 7 avril 2021, les présidents des ordres médecins et pharmaciens du Cameroun ont été d'accord, après leur audience chez le Premier ministre chef du gouvernement, ils ont donné leur accord de principe sur la vaccination contre le Covid-19. C'est dire que la vaccination est le moyen le plus efficace de prévention de cette épidémie. Cette épidémie qui a attaqué le monde depuis plus d'1 an et dont on ne voit même pas encore l'issue, puisque nul ne peut présager l'avenir. Les gens sont à la 4e vague. Nous attendons avec hantise une éventuelle 3e vague qui pourrait balayer plusieurs pays de la planète. Maintenant, il y a des pays comme le Canada, bien vacciné, l'Israël, qui a cassé sa courbe de contamination, même s'ils ont repris le port du masque dans les milieux clos. Ce qui est certain, le Cameroun ne peut pas se mettre de côté. On ne peut pas s'isoler. Malheureusement, docteur, la vaccination, comment elle va? Mais il faut remarquer déjà ce qui se passe autour de nous. Vous avez parlé de 3e vague qui arrive en Afrique, d'autres vont bientôt arriver à la 4e vague. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que quand on n'est pas protégé, quand on n'est pas immunisé, quand on n'a pas les anticorps en soi, parce qu'on n'a pas été malade ou bien parce qu'on n'a pas été vacciné, le virus entre en nous et le virus qui entre chez moi et celui qui entre chez Lucrèce ou chez toi ou chez d'autres personnes change, immute. C'est pourquoi il y a des variants. À chaque fois qu'il y aura des nouveaux variants, parce que le virus a la liberté de circuler, on ne va pas s'en sortir. Le meilleur moyen, c'est de barrer la route à ce virus, de l'empêcher de circuler. Et donc, il y a des mesures barrières, bien sûr, mais le vaccin reste le moyen le plus efficace parce qu'en ayant des anticorps, nous empêchons au virus de circuler plus facilement. Qu'est-ce qui explique cette réticence aujourd'hui? Est-ce que c'est par rapport aux effets indésirables qui créent des décès par-ci, par-là? Pas du tout. En fait, le vaccin est sûr. Ce qui crée la réticence est lié à l'humanité. Si on vous annonce une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle, vous n'allez pas croire. La réaction humaine est souvent « c'est pas vrai, je n'y crois pas ». Et on vérifie l'information et après, au bout d'un temps, on se rend compte que ce qu'on m'a dit des catastrophiques est réel et après, on cherche comment faire face à cela. C'est la même chose au niveau collectif. C'est-à-dire que c'est une mauvaise nouvelle qui nous est tombée comme ça sur la tête. On ne croit pas, on doute, on veut savoir si c'est vrai. Mais le temps nous montre qu'on est là-dedans. L'année dernière, on y était, cette année, on y est encore. Et dans des pays qui sont proches de nous, comme la République démocratique du Congo, ils sont déjà à la 3e vague.
Donc bientôt, ça arrivera chez nous si on ne fait rien. Donc on doit réagir dès maintenant. Alors l'une des solutions, c'est la vaccination. Mais on a bien en mémoire cette semaine le cas d'Israël que relevait Liliane Muvungu il y a quelques instants. La couverture vaccinale là-bas est de 60% concernant le Covid. Les mesures barrières étaient plus ou moins tombées dans ce pays. Sauf que depuis quelques jours, on note une remontée de la pandémie en Israël. Que se passe-t-il? Israël est un pays touristique. Israël est un pays ouvert au monde et beaucoup de pays ne sont pas encore totalement vaccinés et le virus circule librement ailleurs. Et en circulant massivement, il mute. Ils changent, ils développent de nouveaux variants. Et ces variants vont attaquer des poches des populations qui ne sont pas encore vaccinées. Israël avait vacciné essentiellement les adultes, les ados, les enfants n'avaient pas été vaccinés. Et donc il restait une porte ouverte pour que ce virus puisse attaquer cette poche-là. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi ils ont pris la décision justement d'élargir leur vaccination aux enfants et aux adolescents pour essayer donc de sécuriser cette partie de la population qui ne l'était pas. Des enfants qui sont donc asymptomatiques mais qui transmettent la maladie. Essentiellement, c'est ça. Les enfants ne font pas les formes visibles de la maladie, mais ils sont véritablement ceux qui les transmettent le plus dans la population. Docteur, on a constaté il y a quelques mois quand même, lorsqu'on parlait beaucoup du centre Orca, qu'il y a des enfants qui étaient hospitalisés, atteints de Covid. Pourtant, on nous a dit au départ qu'ils étaient asymptomatiques. Oui, ils sont essentiellement asymptomatiques, mais ça n'empêche pas que quelques-uns soient malades. Asymptomatique, ça veut dire qu'on ne manifeste pas les signes de la maladie, quoique on a la maladie. Mais ça ne se manifeste pas parce que l'immunité des enfants leur permet, donc leur corps leur permet de mieux résister à cela. Mais vous avez parlé, il n'est pas exclu que les enfants puissent être très malades, totalement, même s'ils font des formes asymptomatiques, même s'ils ne font pas des formes graves, mais il n'est pas empêché qu'ils soient malades. Quels sont les avantages de la vaccination? Alors, beaucoup d'avantages. Déjà, on va pouvoir vivre. Si on est vacciné, on a les soldats en nous qui nous protègent contre le virus qui est pour nous un ennemi. Ça, c'est déjà important. Et une fois qu'on est suffisamment vacciné, la population globale est vaccinée, nous pouvons redécouvrir les goûts à la vie, revivre, et essentiellement cela. D'autres avantages à la vaccination, c'est que la maladie... Je vais juste, si vous me donnez une minute, je peux rapidement expliquer. Pourquoi il y a des variants? Pourquoi il y a tous ces variants? Parce que les virus en circulant... Le variant dont on a le plus peur ces jours-ci, c'est le variant Delta. Oui, le variant Delta qui a été découvert pour la première fois en Inde. Et il est beaucoup plus méchant que les autres. Et il prend la place. Et pourquoi cela? Parce que beaucoup de gens ne sont pas vaccinés dans le monde entier. Il y a des pays qui vaccinent bien, il y en a qui ont encore un peu du mal à vacciner. Et donc le virus en circulant nous empêche effectivement de pouvoir nous protéger en circulant énormément. Alors ce qu'il faut faire, c'est de vacciner massivement pour barrer la route au virus. Alors vous parlez de variant, du variant Delta, donc le variant indien, avant c'était le variant sud-africain, le variant anglais. Les vaccinations, les vaccins autant pour moi qui sont sur le marché, entre guillemets, ces jours-ci, sont-ils capables de répondre ou de riposter face à ces différents variants? Alors je vais vous poser une petite question en tant que maman. Et vous avez un enfant, votre enfant, qui dit que maman, est-ce que si j'étudie pour préparer mon examen, je peux échouer? Et vous allez lui répondre que oui, c'est possible, mais si tu étudies, tu as plus de chances de réussir que d'échouer. Et même si tu échoues, ton échec ne sera pas lamentable. C'est la même chose. Il est vrai que le vaccin... on peut faire la maladie, mais on ne fera pas la forme grave. On ne fera pas la forme qui nous amène... Oui, quel que soit les variants. Il y a un niveau de protection qui fait qu'on n'arrivera pas à des formes catastrophiques. Alors que si on n'est pas vacciné, mais on s'expose vraiment à des vrais dangers. Alors la vaccination, comment elle va? Les journalistes se sont également posé la question cette semaine. Les réponses dans la revue de Presque Signe, Franck Evina. Dans Éco-Santé, l'annonce d'une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid-19. Elle aura lieu du 7 au 11 juillet, avec un accent particulier sur l'intensification des séances mobiles dans les communautés, les universités, les institutions publiques, les garnisons, les prisons, les entreprises, entre autres.
Terre Promise Hebdo ajoute que ce deuxième tour de la campagne de vaccination vise toutes les personnes âgées de plus de 18 ans. Le journal Le Jour parle d'une vaccination intensive. Prospective Nouvelle salue cette nouvelle opération d'immunisation, car prévenir vaut mieux que guérir. D'après l'Œil du Sahel, cette campagne de vaccination anti-Covid-19 va coûter 1,2 milliard de francs CFA. La revue de presse était sur la scène. Docteur, je voudrais que nous nous arrêtions un moment sur la polémique qui a cours depuis quelques jours concernant les vaccins du programme COVAX. Les Européens n'entendent pas que les gens entrent chez eux s'ils sont vaccinés avec, permettez-moi la répétition, les vaccins issus de ce programme-là. Alors dites-nous, est-ce que ces vaccins-là qui sont disponibles au Cameroun et qui ont déjà commencé à être utilisés, est-ce que ces vaccins sont des vaccins de qualité? Et comment expliquer la réticence des Occidentaux par rapport à ces vaccins-là? La réticence est une réticence égoïste, simplement. Les vaccins qui est en Afrique est sûr parce qu'il a été validé par l'OMS et c'est le même laboratoire, AstraZeneca, qui fabrique ces vaccins. Simplement, la fabrication a été délocalisée en Inde pour des raisons de coût. Et une partie est fabriquée bien évidemment en Europe, mais en fait on a eu, c'est vrai, du mal à comprendre leur réaction. Bon, c'était des raisons politiques, commerciales. C'est uniquement des logiques commerciales. Exactement. Ça n'a rien à voir avec la qualité du vaccin? Pas du tout, parce que la qualité des vaccins est sûre, et même ils le reconnaissent. D'ailleurs, ils le disent. Ils ont publié des papiers pour rectifier ce qu'ils ont dit, et l'OMS leur a rappelé que c'est l'OMS qui valide, c'est l'OMS qui vérifie, et l'OMS a des gens indépendants, des spécialistes, des experts indépendants qui valident. Donc ce qu'ils ont dit, c'était simplement égoïste. Je pense qu'ils sont revenus dessus. Et on peut le leur rétorquer pareil. Si on leur disait qu'ils ne peuvent entrer dans nos pays d'Afrique ou d'ailleurs, que s'ils ne prennent des vaccins qui sont validés chez nous, ben, ils auront du mal à rentrer chez nous. Je pense que c'était une mauvaise idée qu'ils ont eue. Mais docteur, l'entrée à l'Union européenne est conditionnée par ces vaccins homologués. Comment ça va se passer? Ben, ils sont en train de revenir dessus. Je pense qu'ils ont fait une erreur de communication et ils sont depuis revenus dessus. Il y a aussi des blocages au niveau où se trouve de l'importation. L'offre devrait être plus importante et inciter ou booster ou susciter à plus d'adhésion. Nous sommes l'un des pays aujourd'hui à avoir commandé 4 vaccins. Il y a AstraZeneca, Sinopharm, Lopsinut, Johnson & Johnson. Et puis, cette entrée à l'Union européenne pose quand même encore d'énormes problèmes. Moi, je pense que ça, c'est un problème que les politiques vont régler. Je pense que nous, le plus important pour nous, c'est que nous puissions nous protéger contre cette maladie en respectant les mesures barrières, en mettant nos masques, en respectant la distanciation sociale et en nous faisant vacciner, qui est un des moyens les plus importants pour nous protéger. Les restes, on laisse aux politiques. Je vous l'ai dit très sincèrement, parce que je suis médecin et je suis sincère avec vous, ce vaccin est sûr. Et il nous protège. Et je pense que l'Union européenne a fait une erreur de communication sur laquelle ils sont déjà revenus. Alors, docteur, si réellement ces fabricants refusent leur propre médecine, il y a des cas de réfaction, il y a un problème de crédibilité, de confiance et même de légitimité. Le petit Africain ne peut que exprimer sa peur. Oui. C'est normal que les gens réagissent de cette manière-là quand le boulanger ne veut pas manger son propre pain. Bien évidemment, ça inquiète. Mais le boulanger, il a appris à son fils comment fabriquer du pain. Et il a confiance à la fabrication du pain de son fils, mais il est simplement jaloux parce que son fils a plus de succès et gagne plus d'argent que lui. C'est de ça qu'il s'agit. Le vaccin est fabriqué ailleurs et donc l'argent, ceux qui en bénéficient sont ailleurs que de l'autre côté. Est-ce que ces vaccins-là suivent le même process? Ils suivent exactement les mêmes process, sinon l'OMS ne le validerait pas. Vous savez que l'OMS est assez pointueux là-dessus. Il y a des vaccins, il y a une 50aine de candidats vaccins donc, sur le marché. Et tous n'ont pas été validés, n'ont passé l'examen que quelques-uns qui ont respecté tous les principes. Alors, nous avons marqué notre arrêt dans cette édition de Scène de presse. Que pense l'Agence africaine des médicaments de la vaccination contre le Covid et du diktat des firmes pharmaceutiques occidentales? Parole à l'envoyé spécial de l'Union africaine pour l'agence, Michel Hamala Sidibé, est en focus dans cette édition de Scène de presse.
Je crois qu'il faut atteindre l'immunité communautaire. Si on n'atteint pas cette immunité communautaire en Afrique, même si on l'atteint dans le reste du monde, on ne va pas casser la colonne vertébrale de cette pandémie. Donc le coronavirus ou la Covid pourrait devenir rapidement endémique dans les pays du Sud, ce qui ferait que le virus continuera à circuler. Donc il faut aller vers la vaccination. Nous avons vraiment un problème très sérieux aujourd'hui d'offres, parce qu'il y a un monopole, il y a un concept que je n'aime pas du tout, mais c'est une absence d'une certaine forme de solidarité avec, un vaccin qui existe dans une partie du monde et qui ne se trouve pas être disponible dans une autre partie du monde. Donc aujourd'hui, l'Afrique n'a vacciné que pratiquement 8 millions de personnes qui ont reçu 2 doses, pour être plus précis, sur 1,3 milliard. Il y a 1,2 milliard qui n'ont reçu aucune dose. Donc il y a un problème sérieux d'équité, il y a un problème sérieux d'absence de redistribution des avantages de la science. Écoutez, Michel Hamala Sidibé, 8 millions de personnes qui ont reçu les 2 doses sur plus d'1 milliard, autant pour moi, d'Africains. Est-ce qu'on pourra bientôt trouver une réponse africaine à cette pandémie en termes de vaccination? À quand le vaccin, j'ai envie de dire, made in Africa? À quelque chose, malheur est bon. On a compris qu'on ne peut pas compter sur les autres. Les vaccins nous ont montré. Et donc, depuis un temps, effectivement, les spécialistes africains, les experts se sont réunis pour essayer de voir quels sont les pays déjà capables d'avoir l'outil nécessaire à fabriquer des vaccins pour que d'ici l'année prochaine, nous fabriquions nous-mêmes nos propres vaccins. Cela est tout à fait possible. Et donc, il y a des pays candidats, l'Afrique du Sud, bien évidemment, la Tunisie, le Maroc, tous les pays des Maghreb sont déjà candidats. Et il y a un grand travail qui est fait dans ce sens-là. Et l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé ainsi que l'Organisation mondiale de la protection intellectuelle se sont réunis pour encourager cette initiative et leur donner les moyens et lever le brevet, parce que c'est très égoïste, lever le brevet. Il est vrai que nous devons avoir un transfert de la technologie pour pouvoir le faire, tout un ensemble de choses, mais nous sommes sûrs et convaincus que ça nous a montré que par nous-mêmes, nous pouvons nous en sortir et nous allons donc fabriquer nos vaccins en nous y mettant d'ici l'année prochaine. Liliane? Docteur, je voudrais savoir comment savoir si, oui ou non, il faut se faire vacciner si on a déjà été atteint de Covid? Oui, si on a déjà été atteint... Est-ce qu'on doit prendre les mêmes doses? Oui, on prend une seule dose en fait, parce qu'on a déjà son immunité. Si on a dépassé 3 mois, on peut prendre une autre dose qui nous aide à ressusciter, à réveiller un peu les anticorps qui sont en nous pour continuer à résister et à lutter contre la maladie. Et si on a passé les 3 mois, si on a eu le Covid il y a 1 an, il y a 6 mois, il faut prendre les 2 doses? C'est mieux de prendre ces 2 doses si on a déjà dépassé 6 mois. Alors, est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant ou après le vaccin? Que faut-il faire avant de se faire vacciner et que faut-il faire après? Alors, beaucoup veulent faire les tests, mais ce n'est plus très nécessaire. Il faut votre médecin, parce qu'il y a un interrogatoire qui est fait, qui vous examine, qui voit. Si vous n'êtes pas malade, vous ferez votre vaccination. Et puis, après la vaccination, vous restez 15 minutes en observation. S'il n'y a pas de problème, vous partez. Il faut quand même dire que le vaccin est sûr, parce que nous avons, dans le sud où je suis, nous avons vacciné près de 250 personnes. On n'a eu aucun souci. Et dans l'ensemble du territoire camerounais, vous êtes au courant qu'il y a plein de vaccinations. Près de 80 000 personnes sont vaccinées. Pour l'instant, il n'y a pas d'incident. Donc le vaccin est un moyen sûr pour pouvoir s'en sortir de cette maladie. Je voudrais qu'on s'arrête bien sur cet aspect-là. Un malade qui souffre, une personne qui souffre de diabète, qui souffre d'hypertension, peut-elle se faire vacciner? Une personne séropositive au VIH, peut-elle se faire vacciner? Tout à fait, parce que c'est des comorbidités et c'est eux qui sont prioritaires. Ils sont prioritaires avec nous, c'est-à-dire les personnels de santé. Ils sont prioritaires avec tous ceux qui sont au contact avec la population. Donc tous ceux qui ont des comorbidités, hypertension, diabète, comme vous avez cité, ils se font vacciner en priorité. Est-ce que le traitement classique reste de mise? C'est-à-dire azithromycine, corticoïdes, parce qu'on ne parle plus de traitement, maintenant on parle de vaccin.
Est-ce qu'on peut encore continuer à traiter les gens comme par le passé? Oui, on continue à traiter selon les symptômes des malades. C'est vrai que les protocoles a été modifié, l'hydroxychloroquine a été supprimée, l'azithromycine n'est plus du tout amplement utilisée. On regarde les symptômes des malades et on les traite en fonction. Donc il y a toute une évolution dans la prise en charge du traitement du malade. Mais le vaccin, comme on l'a dit, c'est un moyen qui vous donne les anticorps et qui vous permet le plus efficacement de pouvoir faire face aux microbes. Et si on parlait par exemple de ceux qui font des rechutes, ils ont eu le Covid une fois, 2 fois, 3 fois, est-ce que la vaccination reste également une réponse pour ces personnes-là? Il y a des séquelles même, graves. On peut avoir des séquelles, évidemment, quand on n'a pas été justement vacciné et qu'on a fait la forme grave de la maladie, on peut en garder des séquelles, malheureusement. Oui, mais et pour éviter cela, justement, il faut se protéger en respectant les mesures, comme on a dit, et en se faisant vacciner. Le vaccin est un moyen sûr. Pourquoi? La récidive, elle ne nous empêche pas de faire la maladie, hein. Il faut quand même être clair là-dessus. Mais elle nous empêche de faire la forme grave de la maladie qui nous amène à l'hospitalisation avec des séquelles, voire la mort. C'est ça l'avantage de ces moyens. Madame, Monsieur, nous allons peut-être pas retrouver Daniel Menanga pour les unes du lundi à cause de quelques soucis que nous avons. Nous nous en excusons auprès de tous les différents directeurs de publication qui nous ont fait parvenir leur une. Nous espérons que Dani pourra être là la semaine prochaine avec plus de une et que nous pourrons effectivement respecter nos engagements auprès des différents directeurs de publication. Toutes nos excuses donc, Madame, Monsieur. C'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci, Messieurs. Merci, Docteur, d'être venu. Merci, Liliane Mevungu. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir. Bienvenue à tous sur le plateau de l'originalité, des grandes découvertes et des valeurs sûres du Gospel 237. Très cher, cette nouvelle édition est spéciale, c'est un focus. Elle s'appelle Queen Etemeh. Nous l'appelons affectionnément Mama Queen. C'est une diva, une icône, une bibliothèque musicale, un réservoir de sagesse. L'entendre parler et chanter est un réel plaisir, un vrai régal. Recevons Mama Queen à présent sur le plateau du Gospel Musical saison 10. C'est parti. On reçoit ici une icône de la musique gospel, une personne qu'on ne présente plus. Et je vous supplie de vous asseoir parce que son histoire va certainement vous booster dans votre vie en général, dans votre carrière, je ne sais pas. Recevons ensemble Mama Queen Etemeh. Salut maman. Salut, salut. C'est un privilège pour moi d'être là. Je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent. Vraiment, j'espère que nous allons échanger ensemble et qu'ils vont me découvrir davantage, mais surtout que quelqu'un va recevoir quelque chose.
tu es ma lumière. Alors, Mama Queen, moi je sais qui est Mama Queen et beaucoup d'autres personnes également. Mais on aimerait quand même savoir qui est Mama Queen. Waouh. Oui, c'est très difficile. important. C'est toujours difficile de parler de soi-même. Je dirais que Mama Queen est une adoratrice, une grande adoratrice du Seigneur. J'aime beaucoup la présence de Dieu. Je suis chanteuse de gospel, tout le monde le sait. J'ai commencé donc mes classes de chant dans les chorales de gospel, dans les églises. Et Dieu m'a fait grâce au fil des années de rencontrer des personnes, des mentors, des coachs, parce que c'est vraiment dans l'apprentissage que tout se passe. On a besoin de savoir aussi tout ce que les aînés ont parcouru, tout ce qu'ils ont vécu pour que ça nous mette aussi à l'aise dans notre vie quotidienne. Voilà. Wow, absolument. Ben, de mon parcours, je dirais deux choses importantes. La passion. Parce que sans passion, il n'y a pas de carburant. Hein. Ça fait quand même quasiment 25 ans que je suis dans ce métier. Je n'ai même pas vu le temps passer, c'est pour te dire. Mais je dirais que mon parcours est atypique de manière générale. Parce que moi, je n'étais pas destinée à être chanteuse. Je suis l'aînée d'une famille de 6 enfants. Et je suis partie en Europe pour faire mes études. Mon histoire, tout le monde la connaît. Mes parents avaient très envie que j'aille faire les études un peu comme les aînés, la locomotive de la famille, en disant, mes parents disaient, si Delphine va, parce que je m'appelle Delphine, à l'état civil, si Delphine va en Europe pour faire ses études, nous qui n'avons pas eu la chance, le privilège de faire de grandes études, elle pourra être une locomotive pour toute la famille. Mais on dirait que l'homme propose, Dieu dispose. Hein. Parce qu'un jour, je passais devant une grande église, une place qui s'appelle la place de la Madeleine. Et j'ai entendu une voix extraordinaire, celle de la Queen Esther Marrow, qui est vraiment une maman du gospel. Et je suis rentrée dans cette église avec des gens avec des doges qui dansaient, qui sautaient, qui s'enroulaient par terre. Et les gens étaient dans une ambiance extraordinaire. Et la présence de Dieu, je me suis dit, waouh, si les gens peuvent vivre ça au quotidien, moi j'ai envie que ma vie soit baignée de tout ça au quotidien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à côtoyer les chorales de gospel. Au départ, je chantais, c'est vrai, mais après, mon histoire avec Jésus a été vraiment progressive. Au départ, par la musique, je peux dire qu'il m'a attiré et après, je l'ai rencontré personnellement au fil des années. Voilà mon histoire. Et après, la suite, vous la connaissez. Après, j'ai côtoyé des artistes. Je suis avec Papa Manu Dibango pendant des années pour apprendre. Et j'ai été pas très bien comprise pendant des années. Ok, pas très bien comprise par le milieu gospel ou bien par... Par le milieu gospel. Les gens estimaient que, voilà, en tant que chanteuse de gospel, en tant qu'enfant de Dieu, pas se mélanger. Voilà, tu te mélanges avec les inconvertis, les incirconcis, enfin, tous les mots. Mais je dis que Dieu a sa façon de faire les choses. Et la meilleure manière de comprendre Dieu, c'est de le laisser te guider. Alors Maman Queen, quels ont été les défis, les difficultés rencontrées durant ce parcours? Les défis, il y en a beaucoup. Et j'ai aussi eu un moment où j'étais beaucoup en incompréhension avec mes enfants. Vous savez que j'ai des enfants dans le métier. Entre guillemets, un dinosaure, c'est comme un éléphant, tu as toujours des enfants. Tout à fait. Alors j'ai des enfants au début qui m'ont approché, oui, maman, vraiment, tu es notre mentor, on veut être comme toi. Je leur disais, ah bon, vous voulez être comme moi? Vous voulez être comme moi parce que ce que vous voyez de l'extérieur, c'est les strass, c'est paillettes, c'est les lumières, c'est mes jolis foulards, c'est le beau make-up. Mais en dessous de ça, il y a des années de sacrifice, il y a un travail acharné, il y a tout ce que tu portes, j'ai dit to carry, tout ce que tu portes sur les épaules, les injures, les dénigrements, les gens inventent des choses. Parfois tu assis, tu te dis, wow, c'est de moi qu'on parle. Ah, la maman là, tu vois, les colliers qu'elle porte là sont pas simples. Tu vois, c'est une prêtresse vaudou. Tu assis, tu dis, mais des gens qui te connaissent ni d'Adam ni d'Ève, je leur dis, c'est ça que Jésus a vécu. Tu veux être comme moi, eh bien, il faut être prête à tout ça là. Moi, j'ai connu toutes les phases. J'ai connu la phase des intimidations. J'ai connu la phase même de, soi-disant, entre guillemets, que les gens m'avaient fermé les portes, qui m'avaient vissé, soi-disant pour me faire plier. Et
ils ont eu raison parce que c'est le moment où je me suis repliée, mais alors avec force avec le Seigneur. Et à un moment donné, les gens ne me voyaient quasiment plus. Maman, qu'est-ce que tu deviens? Je leur disais, je suis là. C'est pas parce que je suis pas dans les médias. Au contraire, je travaille comme jamais je n'ai travaillé. Et quand j'ai découvert la présence de Dieu, quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'as même plus... À un moment, je n'avais même plus envie d'aller chanter. Parce que tellement je me sentais bien, je n'étais plus confrontée à toutes ces choses, toutes ces méchancetés. J'étais juste dans ses bras et j'avais plus envie d'en sortir malheureusement. Il me disait, c'est trop facile. Justement, je veux que toi, tu ailles au combat, tu ailles au front. Et il m'a redonné la force. Et je ne parle pas des commérages, et ce n'est pas toujours les gens de l'extérieur, hein. C'est les tiens même. Le chemin avec Dieu, c'est un chemin exaltant, mais c'est un chemin difficile. Dieu merci, quelqu'un est mort à la croix et a déjà porté tout ça. Dieu merci. Du coup, c'est tout est léger. Tu peux avoir l'impression que cette fois-ci, je veux mourir, je veux plus, je laisse. Mais finalement, mais il vient toujours te dire, je t'aime. Et ce qui est le plus important, continue à donner de l'amour, continue à donner de la voix. Soit toi-même ne change pas. Et c'est ça qui m'a guidée et qui m'a permis de faire face aux difficultés. Mais sinon, il y a du bonheur à servir le Seigneur. Je dois avouer que je suis impressionnée par ce parcours vraiment atypique. Mais je pense qu'on va prendre une petite pause parce qu'on aimerait bien entendre Maman Queen sur le plateau du gospel musical. Saison 10 autant pour moi parce que c'est un régal. D'ailleurs, je ne vous apprends rien. Hein. Alors, c'est parti. Regardons.